Bonsoir à tous, bienvenue en notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Après son élimination en demi-finale de la Coupe Loire Derby, Carcassonne 13 s'est rapidement remis la tête à l'endroit en s'imposant successivement lors de la réception de Saint-Estève 13 Catalan, puis à Toulouse. Pour revenir sur ces 3 dernières journées de Super 13 et envisager la réception des 2 équipes de PIA ce dimanche à partir de 13h45 à Domecq, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Joël Berger, le gérant d'entreprise ATS, Ariège Thermolacage Service à Mazères, qui sera dimanche le partenaire des matchs entre Carcassonne 13 et Pia. Nolan Lopez-Butignol, qui malgré son jeune âge s'est imposé au poste de talonneur comme l'un des joueurs cadres de Carcassonne 13. Et Raphaël Henry, membre des U19, en quête de confiance, mais dans lequel ses entraîneurs croient beaucoup. Nolan, vous avez fêté vos 20 ans au mois de septembre dernier et vous faites déjà partie des indéboulonnables titulaire de l'équipe Super 13 Carcassonne 13. Est-ce que vous attendiez une promotion aussi rapide? Aussitôt non, je ne pense pas. Je m'attendais quand même à faire peut-être un peu plus de matchs que l'année dernière, que les entraîneurs me fassent un peu plus confiance et tout ça. Mais au final, ils m'ont fait entièrement confiance et ils m'ont donné cette place de talonneur quasiment titulaire. Après, c'est pas tout à fait gagné encore. Je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup. Oui, il y a eu un peu de casse aussi, ça va favoriser. Un peu de casse, ça m'a permis de pouvoir jouer tous les matchs. Et je pense que voilà, j'ai réussi à gagner un peu la confiance des coachs, mais j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Vous avez fait vos grands débuts en élite, si je ne me trompe pas, c'était en novembre 2022, à l'occasion d'une réception de Pia, c'est ça? Non, mon premier match c'était contre Avignon, mais je pense que c'est en 2022. Ouais. C'était la même ouais. année, hein, d'accord. Dans quelle phase de jeu vous estimez que vous avez le plus progressé depuis ses débuts déjà? Déjà au tout début où j'ai commencé, j'étais vraiment un spot en défense. J'étais plus maigre que tout le monde, plus petit. J'allais pas vraiment à la muscu, tout ça. Donc c'est sûr que les autres le savent, les autres équipes le savent. Et je pense que j'ai vraiment Oui. progressé dans ce domaine-là. Rien que le fait de s'entraîner un peu plus dur et d'aller à la muscu, de prendre un peu de poids et de s'épaissir un peu, ça. Ils y viennent moins maintenant. Hein. Ils y viennent toujours parce que bon, oui, à choisir, ils préfèrent revenir sur moi que sur Clément Boyer ou Bastien Cagné, mais c'est vrai que je pense que j'ai quand même progressé dans ce domaine-là. Et après, le domaine où j'aimerais vraiment m'améliorer, c'est en attaque et surtout sur l'explosivité derrière le tenue, mes passes, tout ça, quoi. Dernièrement, on avait eu Joe Drodro-Elagui, il y a une émission. J'avais posé la question de savoir quel était le joueur de son équipe qui l'avait le plus impressionné. Il vous avait cité à vous, justement, pour la progression que vous avez eue par rapport à vos débuts. Ça, après, il m'en avait. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu. Je l'avais vu dans l'émission, j'avais remercié pour ce qu'il avait dit, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas. Et il n'a pas hésité. Ouais, en venant de Joe, c'est quand même un sacré joueur, donc c'est sûr que ça fait toujours, ça fait toujours très plaisir. Donc, revenons maintenant au terrain. Là, par rapport à l'élimination de la demi-finale de la Coupe, là, bon, on ne savait pas trop comment l'équipe allait réagir, parce qu'elle avait quand même pris un coup sur la tête. Hein. Et donc, face à Saint-Estève, ça a été la confirmation que les choses étaient rentrées à l'ordre, puisque bon, il y a eu un très bon match, notamment en première mi-temps, avec un score final de 32-12, au terme d'une rencontre bien maîtrisée, notamment en première mi-temps. Ben oui, après on le sait que dès qu'on entame bien les matchs et encore que sur le coup d'envoi, bon, on fait un en avant, mais on défend très bien la première chaîne et du coup ça nous met de suite dans le bon sens, on complète nos chaînes, on joue chez eux, on respecte notre plan de jeu, on sait on fait ce qu'on sait faire le mieux, quoi. Donc c'est sûr qu'après tout peut que rouler, donc on sait que quand on met notre jeu en place et qu'on défend, on fait les efforts en défense, on est quasiment inarrêtable. Il y avait de la pression avant ce match quand même, hein, honnêtement. Mais de la pression toujours parce qu'on voulait pas se décevoir à nous-mêmes déjà, on voulait se remettre la tête à l'endroit, je pense. Enfin, moi personnellement j'avais cette pression-là. J'avais pas envie de sortir d'un match encore frustré, déçu. Et je pense qu'on est sorti de ce match quand même assez... Avec quelques assurances. Avec quelques assurances. Et de la confiance. Voilà, c'est ça, on s'est remis un peu en confiance après la demi-finale. Vous évoquiez tout à l'heure le secteur de la défense. Bon, Teddy avait mis l'accent justement sur ce match, sur la défense, notamment sur le contrôle des tenues, parce qu'on sait que les Catalans sont très rapides pour se relever et pour emballer le jeu. Et ça a été fait à la perfection, ça pendant tout le match pratiquement, puisque vous prenez 2 essais, je
crois. Non Ouais, on prend 2 ou 3 essais, je crois. 2 essais, je crois que c'est. Ben oui, après, de toute façon, c'est bosser à l'entraînement, on bosse beaucoup sur ça. Avec Teddy, c'est vrai que c'est un sacré entraîneur pour la défense et on a vraiment insisté sur ça là depuis. Ça fait quelques temps qu'on insiste vraiment sur ça, plusieurs semaines, et c'est vrai qu'on arrive quand même à le mettre en application. Et on le voit que dès qu'on ne le met pas en application, qu'on ne rentre pas bien dans les matchs, et bien après on se retrouve à soit courir derrière le score, soit être en difficulté. Et au final, on se frustre et on ne met pas notre jeu en place. Alors que contre Saint-Estève, c'est vrai qu'on a très bien contrôlé le ruck, on a contrôlé nos tenues, on a une défense quand même très bien. C'est vrai qu'on ne prend que 2 essais en seconde mi-temps. Bon, après, ça c'est un peu décanté, avec la fatigue, tout ça. Bon, voilà. Mais après, c'est vrai que dès qu'on entame bien les matchs, qu'on contrôle nos tenues et qu'on met notre jeu en place. Puis l'équipe a été réaliste aussi dans le domaine offensif. C'est vrai que les occasions ont été prises, alors que certaines fois, on tourne un peu autour du pot. C'est ça. Mais après, laisse un peu de déchets en route. Quand on met les bonnes courses, quand on met les bonnes transmissions et qu'on met les ingrédients qu'il faut pour marquer des essais et bien défendre, c'est sûr que, voilà, comme j'ai dit, on est quasiment inarrêtable. Et il faut aussi souligner, je pense, la discipline, puisque l'entrée en matière des Catalans, quand même, ça a tapé pas mal fort. Je ne dis pas qu'ils vous ont provoqué, mais enfin, ils ne vous ont pas épargné. Et personne n'a broché, enfin, vous avez continué à jouer comme... Après, c'est vrai qu'après les Catalans... Pas tomber dans des travers, des fois, qui peuvent vous sortir du match. Les Catalans, c'est pas une équipe trop indisciplinée non plus et qui parle beaucoup à l'arbitre, tout ça. C'est une équipe jeune qui joue beaucoup au ballon et qui veulent beaucoup jouer. Et c'est vrai que nous, bon, en début de saison, on était un peu en difficulté dans ce domaine-là de la discipline. On parlait beaucoup, on faisait beaucoup de fautes et ça fait un moment qu'on s'est amélioré sur ça et qu'on sait que si on est dans la bêtise et qu'on fait beaucoup de fautes, on va se frustrer. Alors que là, on s'était vraiment dit de rester dans le match et de ne pas se frustrer, de ne pas parler à l'arbitre, de faire vraiment attention à la discipline. Et voilà, et après, ça marche. Hein. Le second match après l'élimination, ça a été la réception de Toulouse. Bon, là, il n'y a pas eu de problème. Un score 60-0 qui parle de lui-même. Mais malgré ce, quand même, une entrée en matière un peu compliquée, puisque pendant 20 minutes, c'est Toulouse qui a eu la possession. Bon, Carcassonne marque 2 essais sur de l'opportunisme, puisqu'il y a une interception, je crois, une prolongation. Il y a une interception, ouais, et après il y a Morgan qui marque sur un essai. Je crois qu'on récupère le ballon sur la mêlée ou quelque chose comme ça. La mise en place a été un peu difficile, mais après, ça a roulé. Bon, on a mis 15 ou 20 minutes à rentrer vraiment dans le match. Et après 15-20 minutes, on a beaucoup défendu, on n'a pas pris d'essai, donc ça, c'est quand même... bien, mais bon, c'est vrai que dès qu'on avait le ballon, on faisait des fautes, on défendait 2-3 chaînes d'affilée, donc c'est vrai que c'était compliqué, on s'est fatigué, on s'est épuisé. Ça a été un bon test en défense, ça vous a fait rentrer le match. Et puis bon, il y avait cette rencontre entre Albi et Carcassonne qui devait se dérouler samedi dernier, mais on sait que les intempéries qui se sont abattues sur la capitale du Tarn, sur la préfecture du Tarn, n'ont pas permis malheureusement à ce match de se dérouler. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que cette rencontre pourra se dérouler? Mais pour le moment, je ne sais pas du tout. Peut-être que le staff a eu un peu plus d'infos là ce soir, peut-être qu'on le saura à l'entraînement. Le bruit qui court, enfin, je ne sais pas, Joël, peut-être que vous êtes un peu plus au courant, vous. Le bruit qui courait, ce serait que si Carcassonne et Albi finissent premier et second, peu importe l'ordre, ce match se jouerait le jour des barrages. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, si Carcassonne doit passer par la barrage, là, la Fédé n'a pas encore donné d'indication quant à la tenue de ce match. On n'en a aucune idée, pour le moment. Donc on fera comme tout le monde, on attendra à savoir un peu plus pour se prononcer. Joël, donc vous avez, en 2018, à la disparition de la SC 13, vous avez été le troisième mousquetaire avec Rémi Bertrand et Francis Camel, donc, à relever le défi. Non, il y avait Christian Valero au départ. Oui, c'était Christian Valero. Rémi nous a rejoint l'année d'après, parce qu'il occupait une fonction, voilà, donc, qui était vice-président, mais il n'avait pas le nom, mais il occupait cette fonction-là. Sinon, il y avait Christian Valero, Francis Camel et moi-même. Voilà, et donc c'est une initiative couronnée de succès, puisque de suite il y a eu des titres. Bon, est-ce que vous attendiez que ça démarre aussi vite et aussi bien? Non, pas du tout. Vous partiez vraiment dans l'inconnu là. Tout à fait. L'objectif était de restructurer un club. Et, parce que bon, faut savoir que quand on a repris le club, on n'avait même pas une photocopieuse, ni Internet, ni, je ne vous parle pas du numéro ciré, qui a aujourd'hui... sans numéro ciré, vous ne pouvez pas avoir Internet, vous ne pouvez rien avoir. Donc ça a été hyper compliqué. Bon, on ne s'attendait pas à de tels résultats. Après, il y avait un groupe de joueurs quand même. Il y avait un groupe de joueurs. Le noyau carcassonnais, voilà, le noyau carcassonnais était resté
Ils se sont isolés, ils se sont entraînés entre eux en espérant qu'il y ait des repreneurs, chose qui s'est passée. Mais heureusement qu'il y avait ce noyau carcassonnais qui, grâce à ça, a permis sportivement au club, à l'équipe de repartir, quoi. Au terme de la saison dernière, donc, vous avez choisi de quitter votre fauteuil de président. C'est une décision que vous pouvez regretter aujourd'hui encore, ou non, Non, vous avez tourné la page, bon, vous êtes quand même resté au club. Et voilà, donc, c'est à votre ADN aussi, je crois. Dans tout ce que j'ai pu faire, je fais des choses pour ne pas avoir de regrets. J'estime que pour ma part personnelle, j'ai fait mon temps. On a fait de l'excellent travail avec mes deux autres collègues et toute une équipe, parce que bon, nous on est à la tête, mais il faut savoir que derrière, il y a toute une équipe de dirigeants et de bénévoles qui grâce à eux, ont permis de reprendre ce club et de le maintenir au niveau auquel il est aujourd'hui. Après, non, je n'ai pas de regrets. Après, vous savez, il y a d'autres challenges qui m'attendent. Donc voilà, après, ça n'était un. Voilà, après, je ne regrette pas parce que c'était une aventure humaine extraordinaire et ça sera à refaire. Je le referai parce que j'ai passé d'excellents moments et d'ailleurs, là, pour preuve, je suis encore ici, c'est parce que je n'aurais pas passé de bons moments, et je serais resté dans mon Ariège profonde. Vous vous occupiez plus particulièrement du sportif, et vous, et notamment, longtemps vous êtes occupé des U19, vous étiez plutôt impliqué avec les U19. Qu'est-ce que vous pensez du travail réalisé par Jean-François Albert et Mika Simon à la tête de cette équipe, qui a réussi à se retrouver un effectif, à générer des jeunes, enfin, ça... Mais disons que le résultat, il est à côté de moi. Et de l'autre côté aussi, avec Raphaël. Bon, là, je le connais un peu moins parce qu'il il est jeune. Vous entendez parler de lui. Voilà. Mais Nolan, c'est une confirmation. Ce que Nolan a, bon, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules et qui reste humble, parce que bon, ce qu'il oublie de dire, c'est quand même il a été international U19 et le capitaine de cette équipe U19. Et aujourd'hui, c'est une confirmation. C'est-à-dire, quand on en parle entre nous, il n'y a aucune surprise sur Nolan. On savait pertinemment qu'il allait... C'était écrit quelque part. Tout à fait, parce que bon, avec le suivi, la marge de progression qu'il a réalisé ces 2 dernières années, voilà, après, il y a des opportunités, il faut savoir les prendre. Et puis après, surtout, le plus compliqué, mais ça il le sait, il l'a dit tout à l'heure, c'est de rester en haut. C'est pas d'y arriver, c'est de rester en haut. Et pour ça, il est conscient qu'il faut qu'il travaille en permanence. Et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je pense que Nolan fait partie de cette génération. C'est un précurseur parce que les autres, derrière, ça pousse. Donc d'où le travail qui a été fait avec l'académie, parce que bon, il y a Patrick Albero là qui a rejoint un peu le bateau. Et donc il y a une formation. Et quand on a repris le club en 2018, il faut savoir qu'on avait 8 juniors. Donc on est reparti à l'échelon en dessous. Et il y avait toute une formation, un travail de formation à établir avec les différents liens, notamment de la MJC, parce que bon, on ne va pas refaire le passé, mais c'était un petit peu la guerre entre différents échelons, que ce soit la MJC, Ville-Gayenc, Ville-Minervois, c'était un peu, c'était hyper tendu, quoi. Donc on a réussi à justement regrouper tout le bassin carcassonnais, et aujourd'hui, on en récolte les fruits, et tant mieux pour Carcassonne 13. Et je pense que l'avenir de Carcassonne 13 passe par là, et je pense qu'à aujourd'hui, on peut être fier de cette formation carcassonnaise, parce qu'on n'a pas fini de voir des joueurs comme Nolan et Clore, et ça pousse derrière. Il y en a eu d'autres incorporés cette année, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Venons-en maintenant à votre statut professionnel. Bon, la renommée d'ATS, donc Ariège Thermolacage Service, ça dépasse maintenant largement les frontières du département. Hein. Et puis par le lien que vous avez lié avec notre club, hein, à travers votre entreprise et vous à titre personnel, on peut dire que vous êtes ici un peu chez vous maintenant. Un peu chez moi, oui et non. C'est-à-dire que parce que j'ai passé une année à la SEC, donc avec les excellents souvenirs que je me remémore, on a qu'une envie, c'est de reparticiper à cette vie sportive et
te dis sportive, parce que j'ai fait à l'époque, parce que ça date d'avant-hier, j'ai fait d'excellentes connaissances, notamment mon compère Francis Kamel, qui a été mon entraîneur à la réserve. Quand je ne jouais pas en première, c'était mon entraîneur en réserve. Donc, c'est des liens qui se tissent et qui sont indéboulonnables, quoi. Et en plus, bon, vous êtes partenaire, comme on disait déjà, vous êtes partenaire maillot des U19, de l'équipe élite, et vous êtes partenaire du match de dimanche. C'est quand même un investissement assez complet. Oui. Après, voilà, après j'ai décidé de me retirer un peu parce que moi, avec toute la vie professionnelle, ça prend énormément de temps, quoi, le milieu associatif. Donc, et puis à un moment donné, j'avais d'autres projets personnels. Et donc voilà, après, et puis j'estimais que j'avais fait mon temps et qu'il fallait laisser la place à d'autres. Et justement, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. C'était le moment pour nous de laisser la main avec un club qui était sain, quoi. Mais vous ne quittez pas Carcassonne 13 quand même. Tout à fait. Bon. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de votre entreprise? Sommairement, bien sûr, sans rentrer en détail, puisque bon, je crois que tout le monde ici... ATS va sur sa 11e année. Donc j'ai démarré tout seul. Donc ça a bien grandi. Voilà, avec une expérience, j'ai fait que ça dans ma vie, donc j'ai fait que du thermolacage, mais uniquement sur l'aluminium. Oui, tu es un peu un précurseur dans la matière, là, parce que... Non, pas du tout. Non, parce que ça paraît être une spécialité, vraiment. Enfin, oui, mais c'est un domaine assez réservé, j'allais dire. Oui, il y a beaucoup de niches. Après, il n'y a aucune qualification, c'est ça qui est un peu regrettable, mais sinon, oui, le thermolacage existe depuis plus de 50 ans, mais... Voilà, après, les techniques ont évolué sûrement. Voilà, il est méconnu parce que justement, je ne sais pas, les gens ont des habitudes et c'est compliqué de vouloir changer les habitudes de tout le monde. Après ça commence à prendre, quand je dis quand ça commence à prendre, ça a pris déjà depuis un petit mois, mais maintenant, les gens ne veulent plus entretenir régulièrement leurs ouvrages qui sont à l'extérieur. Donc maintenant, ils font appel à un traitement, notamment le thermolacage, une solution pratiquement définitive. Pas définitive, je ne vais pas trop dire ça, mais disons que ça la longifie, ça fait perdurer les ouvrages au niveau du traitement, même en les laissant en extérieur, quoi. Donc voilà, ça fait... Et quand je disais que maintenant la notoriété de votre entreprise a dépassé les frontières du département, je sais qu'il y a un département qui est la Haute-Garonne, qui fait souvent appel au service. Oui, je travaille beaucoup dans la Haute-Garonne. Une clientèle qui commence à se fournir dans ce domaine-là. Oui, je travaille beaucoup sur la Haute-Garonne. Après, je travaille un peu sur l'Ariège, mais beaucoup sur la Haute-Garonne. Oui. Donc j'ai des entreprises avec lesquelles je travaille. La Toulousaine, par exemple, non? Voilà, je travaille avec la Toulousaine depuis 2 ans. On fait... une très grosse boîte. On fait 320 employés, je crois. Oui, c'est ça. On fait 2 semis par semaine. Donc il y a un roulement, il y a un traitement relativement court. Donc voilà, il y a des rotations qui sont extrêmement courtes. Donc voilà, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et voilà, mais c'est la Toulousaine, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et, elle ne faisait pas le thermolacage? Si, ils ont des structures, voilà, ils ont des chaînes de poudrage où ils se traitent leurs pièces à eux, c'est-à-dire ils fabriquent des portails en alu aussi, des clôtures, et ils se peignent leurs rideaux, mais ils sont obligés de faire appel à la sous-traitance parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les délais, quoi. Et après, de client en client, vous en avez trouvé un autre? Oui, si je dis que vous avez matière à penser, vous voilà, c'est-à-dire oui. Alors ça, c'est le genre de client qu'on aimerait avoir même beaucoup plus parce que ça nous fait sortir notre quotidien. Nous, on traite tout ce qui est métallique, portail, garde-corps, essentiellement des pièces pour l'industrie. Mais la société matière à penser, déjà le nom fait quand même se fait poser quelques questions quand même. Donc c'est une société qui est basée sur Haute-Rive qui fabrique des choses qui sortent de l'imagination. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être pour ça qu'il travaille beaucoup avec les musées. Voilà, il travaille avec des musées, il travaille à la Banque de France. Là, récemment, j'ai traité des pièces pour le musée de l'esclavage au Bénin. Là, il y avait un musée à Taïwan. Et là, dernièrement, on leur a demandé de concevoir la réplique du satellite, du télescope Webb, donc à l'échelle. Et
tout le traitement s'est fait dans mon entreprise. Donc on a traité toutes les pièces et c'est les pièces qui sont aujourd'hui exposées à la Cité de l'Espace. Ah, d'accord. Donc voilà, donc c'est le télescope. Une belle vitrine. Voilà, le télescope web qui est à la Cité de l'Espace. Et aujourd'hui, je suis, par le biais de cette entreprise, Matière à penser, je suis devenu fournisseur officiel de la Cité de l'Espace. Voilà, donc c'est un beau label. Tout à fait, c'est quand même quelque chose d'assez honorifique. Ouais. Lors de votre dernière venue dans notre émission, vous nous aviez dit que vous aviez des envies d'ailleurs, peut-être professionnellement. Où est-ce que vous en êtes ce projet? Le projet, il est lancé. Le projet est lancé et bon, là, ça va commencer à vraiment bouger au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a tout le matériel. Vous allez garder les deux entités? Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Là, oui, Mazères, c'est beaucoup plus exotique, la prochaine destination. Ça reste local. Mais là, l'identité qu'on va monter, parce qu'on est trois associés, oui, c'est à l'étranger. Et voilà, c'est un challenge de plus. Donc c'est pour ça que je me suis retiré de la présidence du club, parce que justement j'avais ces projets-là et ce projet est en train d'aboutir et on va essayer de le pérenniser. Donc c'est pour ça qu'il me faut quand même pas mal de temps, quoi. Chose que je n'avais pas avant. Ça vous a mené à couper avec le 13, ça peut-être? Oui, tout à fait. Parce qu'après, bon, avec les technologies maintenant. Comment? Avec les technologies de maintenant. Oui, mais bon. Après, on est toujours partout. Oui, tout à fait. Après, il n'y a pas de 13 là où je vais, mais c'est pas impossible que. Implantez-le. Tout à fait, parce que bon, il y a quand même des. Vous savez comment on fait maintenant? Oui, tout à fait. Donc après, voilà. Mais l'objectif majeur, c'est de monter cette structure qui, voilà, c'est sur le point d'aboutir. Parce que bon, le plus long, c'est quand on est loin de ses bases, c'est administrativement. Hein. Et donc voilà, là, tout l'administratif est bouclé. Maintenant, il y a juste la partie technique. Et là, à partir du mois de juillet, ça va commencer à bouger sérieusement. Quoi. Oui, on vous fait confiance. On sait que quand vous lancez un projet en général, c'est rare qu'il n'aboutisse voilà. pas. Après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est voilà, moi, les choses, je ne les fais pas pour avoir des regrets. Je les fais comme je me suis investi dans le club à 200%. C'est-à-dire, voilà, maintenant, tout est lancé. Voilà, après, ma famille est au courant que tous les mois, il va falloir que j'y passe du temps. Après, voilà, c'est un investissement personnel, financier. Et c'est pour justement préparer les beaux jours qui vont arriver, quoi. Qui arrivent. On ne va pas vous plaindre non plus. Bon, à nous deux, Raphaël. Vous êtes peut-être le moins connu des trois invités de ce jour-là. Vous pouvez vous présenter sommairement là? Alors, moi je m'appelle Henri Raphaël, j'ai 19 ans et je suis joueur en U19 élite à Carcassonne. D'accord. Vous êtes originaire de Fontiers-d'Aude. C'est ça. Voilà. Et où est-ce que vous avez fait vos premiers pas de rugbyman? Alors, mes premiers pas de rugby, je les ai faits à l'école de rugby de Carcassonne, à l'MJC. J'ai commencé vers mes 13 ans à Benjamin. Et puis après, j'ai continué. Vous avez fait le cursus jusqu'au U19. Donc, où vous occupez le poste de? Je joue pilier depuis mon plus jeune âge. Pilier, des fois seconde ligne, mais. Je joue aussi également seconde ligne. Préférence pour le poste de pilier? Oui, un peu. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans le rugby? Dans le rugby à 13 donc. Et à Carcassonne, puisque vous n'avez connu que ce club? À Carcassonne, la convivialité. C'est une petite famille qu'on se suit depuis tout petit, donc j'ai un petit peu d'affection pour ça. Et puis le sport en lui-même, j'apprécie, donc voilà. Quel genre de garçon êtes-vous après? Vous êtes assez tranquille comme Nolan ou un peu plus fantaisiste comme certains qu'on ne citera pas? Non, moi je suis quelqu'un de plutôt tranquille, plutôt discret dans le rugby, dans l'équipe. Je suis plutôt calme. Peut-être parfois trop discret, non? Peut-être des fois, mais je pense que c'est pas plus mal non plus. Parce que Jean-François Albert dit de vous, il a un défaut, c'est qu'il se dévalue tout le temps. Est-ce que vous avez conscience de ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Et il conclut, alors qu'il possède des qualités physiques et techniques très intéressantes. Donc, est-ce que vous avez conscience que vous avez un bagage quand même qui peut vous amener un peu plus loin peut-être que les U19? Pour le moment, je pense pas. Je pense pas avoir les capacités pour pouvoir continuer. Mais si votre entraîneur le dit? Oui, si l'entraîneur le dit, oui. Après, c'est pas dans mes projets. Après, c'est vrai que ça serait bête de passer à côté de certaines opportunités. Mais pour le moment, je sais pas.
Par contre, il dit que vous ne rechignez pas à l'entraînement, que c'est quelque chose qui vous plaît. C'est vrai. C'est confirmé? Je m'implique beaucoup dans les entraînements, beaucoup dans les exercices, dans les matchs. Je suis plutôt sérieux, j'encourage Voilà. souvent. Très sérieux, Voilà. il dit, et que vous avez bien progressé cette saison. Voilà, c'est vrai. Et il confirme, il est très gentil, mais rempli de doutes. Voilà. Toujours le même. Comme étude, où est-ce que vous en êtes? Je termine mon BTS en conception de produits industriels. Donc c'est tout ce qui consiste à modéliser en 3D sur les ordinateurs, etc. Pour faire gros. C'est un avenir professionnel qui vous plairait dans cette marche-là? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, ça me plaît pas trop. Qu'est-ce que vous voudriez faire dans l'immédiat là, si vous aviez le choix vraiment? Dans l'immédiat, j'ai rien. Je me cherche beaucoup. J'ai plusieurs opportunités, comme continuer vers un master ou une licence professionnelle, ou bien travailler directement avec ce BTS. Ou aller jouer au rugby à l'étranger? Ou jouer au rugby à l'étranger, mais bon. Pourquoi pas? Il y en a qui l'ont fait, plus jeunes que vous. Hein. Oui. Mais votre capitaine, déjà, Diego? C'est vrai. Voilà, donc, petite pige comme ça. Vous êtes donc junior 3e année, hein? Oui. C'est bien ça. Quelle qualité vous reconnaissez sur le terrain? Sur le terrain, comme qualité, je mets beaucoup d'impact et d'implication en défense notamment, malgré quelques erreurs, beaucoup en attaque aussi. Je cherche à vraiment impacter et avancer dans tout ce que Un poste qui est le vôtre de toute manière, oui, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Oui. C'est pour ça que Jean-François Albert dit il court dur et peut défendre dur aussi. Je crois que c'est un bon résumé de ce que... Et quel avenir vous voyez dans le rugby donc, immédiatement? Pas trop. Ouais, pas trop. C'est pas trop dans mes projets. Après, c'est sûr que si Jean-François Albert le dit, je pourrais continuer. Jean-François et Mika aimeraient que vous vous orientez vers le VAR. Ils disent qu'ils ne savent pas si vous avez le potentiel pour être un joueur d'élite dans quelques années, mais que vous avez des qualités qui demandent d'être exploitées pour voir si vous ne pouvez pas passer à ce palier. Qu'est-ce que vous diriez si l'an prochain, une pige au VAR, ça vous... Pourquoi pas, déjà commencer par faire des entraînements pour voir si j'en ai les capacités, etc. Puis après, oui, c'est une opportunité assez belle, donc... c'est une bonne prolongation, c'est dommage de s'arrêter quand même en si bon chemin, quoi, j'allais dire. C'est vrai. Ça se réfléchit. Bon, on compte sur vous. Hein. D'accord. Oui, comme leurs aînés du Super 13, les U19 se sont également frottés aux Stéphanois le 30 mars dernier, c'était à Domecq. Malheureusement, le résultat n'a pas été identique puisque vous êtes largement incliné, 18-66, au terme d'une rencontre assez compliquée. Bon, mais les Catalans, c'est ce qui se fait de mieux, même s'ils ne sont plus imbattables puisqu'on le sait depuis la finale de la Coupe. Mais bon, ce genre de match quand même vous fait grandir un peu, où vraiment on prend l'eau et on n'a pas le temps de mettre son jeu en place. Généralement, contre Saint-Estève, comme vous l'avez dit, on prend souvent l'eau, enfin, plus un U19 qu'en élite. C'est une équipe qui perd rarement. Ils sont très très techniques, avec un vivier de joueurs assez impressionnant. Et ils sont beaucoup dans l'effectif, donc il y a rarement de trous. Ils viennent pour gagner et pour marquer le plus de points, donc on savait que ça allait être un match très compliqué. Donc la preuve, on prend 70 points. Et vous estimez que l'écart au score, c'est l'écart vraiment de différence au niveau qu'il y a entre les deux équipes? Entre eux et nous, non, on aurait pu quand même faire mieux. On fait une entame pas très géniale, on prend beaucoup d'essais. Puis après, on prend l'eau, on est submergé. Donc voilà. Bon, on le disait donc, quand même, Saint-Estève 13 catalan a perdu la finale de la Coupe Lugnitar contre Toulouse, 48-36 quand même. Au terme d'un match très, très enlevé, un match un peu fou d'ailleurs. Hein. Vous l'avez regardé cette finale? Hein? Non, je n'y étais pas. Est-ce que ça vous a surpris la victoire des Toulousains? Oui, un peu. Enfin, c'est la 3e victoire consécutive en finale de la Coupe Lugnitar et chaque fois contre ce même opposant. Donc c'est quand même... Hein. Après, Toulouse, ils ont un certain avantage, c'est qu'ils ont plusieurs joueurs qui jouent en Elite 1 ou d'autres même en Super League. Donc dès que les juniors de Toulouse font des bons scores et avancent sur leur victoire, ils font descendre ces joueurs-là. Et donc ils gagnent souvent. Et par contre, c'est vous ensuite qui avez créé la surprise à Toulouse. Alors on vous impose à Toulouse. Exactement, oui. Bon, après tout, c'est une équipe qui vous réussit quand même. Vous faites toujours de bonnes prestations contre eux.
Contre eux, ouais. Bah, après, c'est la première fois que moi, je gagne sur le terrain du stade des Minimes à Toulouse. C'est une équipe qui, pour chaque match, est très dure à jouer. Ils ont de très bons joueurs. Là, on crée la surprise. Tant mieux. Et voilà. Surtout que sur ce match, je pense que collectivement, vous avez été plus fort que Toulouse. Toulouse a répondu par les individualités, mais je pense que votre collectif avait été plus performant que le leur. Eux, ils s'en sont remis à quelques exploits personnels et tout comme ça, mais... C'est vrai. Ouais, c'est quand même le genre de match qui donne confiance pour la suite de la compétition. Exactement. Ça nous a relancé après cette défaite de Saint-Estève. On a su jouer ensemble, on a su s'affirmer et concrétiser tout ce qu'on fait aux entraînements. On a su l'appliquer en match, donc c'est une belle victoire. Voilà, et ensuite, bon, vous aussi, samedi dernier, vous êtes déplacé à Albi. Pour vous, le match a commencé, mais il a été arrêté au bout de 20 minutes parce que les éléments ne permettaient plus de la pratique et que ça devenait même dangereux pour vous, quoi. Ouais. Vous étiez mené à ce moment-là 18-6. Bon, ça veut dire quelque chose, le score, au compte tenu du contexte, c'est... Non, au bout de 20 minutes... Parce qu'Albi est une des bonnes équipes aussi, oui, des 3 bonnes équipes, puisque vous êtes actuellement 3 ou 4e, hein, je crois. Pardon ? Vous êtes actuellement au classement 3 ou 4e, et vous êtes juste avec Toulouse. Vous devez les passer, Toulouse. Vous avez dû les passer, non, je pense. Si on gagne Pierre... C'est ça, hein, si vous passez Pierre. Voilà, ouais. Est-ce que vous avez une idée, vous aussi, de la date de report de ce match? Puisque s'il a été arrêté, de toute manière, il faudra bien qu'il reprenne ou qu'il soit rejoué. Oui, c'est ça. Normalement, il devrait être reporté. On ne sait pas quand. Vous ne savez pas, c'est un peu flou. On attend. Et ces dernières rencontres, là, donc, qui étaient quand même contre 3 grosses équipes, vous avez senti qu'il y avait une progression dans votre jeu, enfin, individuellement et collectivement d'ailleurs? Oui, on progresse beaucoup sur cette fin de saison. On va bientôt jouer les barrages, donc c'est bien de se relancer malgré les défaites qu'on a faites. Oui, on progresse beaucoup. Oui. D'accord. Nolan, on va revenir un petit peu sur les 3 dernières journées de compétition, puisque ça remonte à notre dernière émission. Hein. Alors on va faire un peu court. Là. Le 5 avril dernier, la grosse surprise est venue de Narbonne, où Saint-Estève a remporté la finale de la Coupe de France face à Albi, qui était pourtant le favori, 26-18. Et puis au vu de la rencontre, il n'y a rien à dire, quoi. Non, Saint-Estève a mis les ingrédients. Après, c'est tout sauf une surprise aussi, quand même, parce que c'est vrai que bon. Saint-Estève, ça reste une grosse équipe cette saison. Voilà. Franchement. Après, oui, c'est un peu surprenant parce qu'on voyait quand même Albi peut-être gagner cette coupe. Mais c'est vrai que Saint-Estève, ils ont pris le match par le bon bout. Voilà. Albi ont fait beaucoup de fautes. Et la fébrilité était du côté des favoris, finalement. C'est ça. Qui n'ont pas su, qui se sont laissés manœuvrer. Bon, et puis, les Catalans ont fait beaucoup moins de fautes. Ouais. Ils ont mieux géré leur truc. Hein. Ensuite, le week-end suivant, donc, Albi s'est retrouvé à nouveau à la peine face à Limoux. Bon, il s'impose quand même 28-20. Mais bon, est-ce qu'ils avaient encore la tête, sur la tête de la finale et qui encore les avait marqués? Surtout qu'ils attendent de gagner quelque chose depuis très longtemps. Donc je pense que là, de perdre cette finale, ça leur a fait mal à la tête. Ouais, donc je pense que... Bon, après, Limoux fait une bonne fin de saison aussi. On sait toujours que Limoux, jusqu'à la fin de la saison, rien n'est perdu et qu'ils peuvent toujours... ils seront toujours là, quoi. Et ceux qui avaient encore un petit coup de mou, c'était les jeunes Catalans, puisqu'ils ont perdu sur leur pelouse face à Pia, voilà, 13-6. Hein. Mais eux aussi, ils avaient peut-être encore aussi la tête à la finale. Et Olivation qui avait suivi après toute la semaine. Peut-être aussi, oui. Bon, après, je sais pas, je crois qu'ils avaient fait remonter des joueurs avec l'élite, tout ça. Donc peut-être qu'il leur manquait des joueurs. Donc après... Oui, après, ça dépend de l'équipe qu'on rencontre aussi, effectivement, les Catalans, parce que ça peut être... C'est ça. D'un dimanche à l'autre, ça peut ne pas être les mêmes. Et lors de cette journée, il y avait eu, ça avait été la confirmation que Villefranche avait lâché prise, puisqu'il s'était écrasé à Villeneuve, 48-6. Et c'est vrai que pendant un moment, on pensait qu'il pouvait se qualifier, d'aller rentrer à les 6, Villefranche. Mais là, ça a été le signe que le manque de banc, je crois, de profondeur de banc. Le manque d'effectifs, oui, je pense. Parce que la saison a été un peu longue pour eux, peut-être. Ça a resté une équipe quand même intéressante. En début de saison, il leur manquait les étrangers, tout ça. Ils ont eu peut-être un peu de mal, mais après, une fois qu'il y a eu leurs étrangers qui sont arrivés, ils ont fait quand même de bons résultats. Ils ont gagné à Limoux. Nous, on est allé perdre chez eux. C'était quand même une équipe. Donc il fallait pas prendre ce match à la légère, quoi. Ouais, et puis je pense que l'effet de surprise qu'ils ont eu au départ, et puisqu'ils ont surpris quand même pas mal par leur niveau,
Après, les équipes sont méfiées, même en allant chez ça, eux, on essayait. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que chez eux, c'était vraiment un match un peu casse-gueule, quoi. Voilà, le week-end dernier, donc, il n'y a pas trop d'équipes qui ont joué, puisque le match de Limoux a été arrêté aussi. Hein. Bon, Mélésignan a signé un baroud d'honneur pour marquer la fin de carrière de son capitaine emblématique, Anthony Hors. Ils sont imposés 20-18 face à Avignon au Moulin. Bon, c'était là pratiquement la fin d'une saison qui a été compliquée quand même pour les Signans. Eux aussi, ils ont souffert un peu d'une profondeur de banc, je crois. Le mérite qui leur revient, c'est de repartir avec des jeunes, on fait confiance aux jeunes. Et puis, bon, ils se sont inscrits, je crois, pour l'avenir. Et après, il faut qu'ils travaillent comme le font tous les clubs. Après, c'est quand on parlait l'autre jour avec les joueurs de Lézignan, tout ça, on disait qu'en fait, la saison qu'ils ont réalisée l'année dernière, elle était exceptionnelle, quoi. Et cette année, je pense que toutes les équipes les attendaient vraiment C'est comme une très grosse équipe, quoi, l'équipe qui était l'année dernière. C'est vrai que je pense que par les blessures qu'ils ont eues, tout ça, ça a été un peu compliqué pour eux. Et puis, c'est vrai qu'ils n'ont pas réalisé la saison qu'ils espéraient, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils étaient quand même assez déçus. Par contre, on parlait de Villefranche, Saint-Estève 13 catalan, il est allé gagner quand même. Bon, ça a été compliqué, mais 22-18. Ils sont imposés là-bas. Bon, c'était pas facile de faire. Donc, c'est jamais facile là-bas. Ils s'assurent le barrage à domicile pratiquement, quoi, par cette victoire. C'est ça. Joël, donc, si vous êtes un chef d'entreprise avisé, vous êtes également un fin observateur de la chose trésiste. Hein. Quel regard vous portez sur le parcours des U19, justement là jusqu'à ce jour-là, puisque bon, eux aussi sont qualifiés pour un barrage. Oui, disons qu'il y a eu de l'irrégularité surtout. Alors, après, c'est un groupe qui a été rajeuni. Il y a quand même beaucoup de premières années. Donc, puis ça a pas mal tourné, je crois, aussi au niveau de l'effectif quand même. Voilà, donc il y a eu du ils ont eu du mal à avoir toujours la même équipe. Tout à fait. Donc, mais là, c'est une équipe qui arrive presque à maturité au bon moment. Donc c'est le constat que je fais moi de l'extérieur. Après, une équipe, il faut qu'elle arrive au bon moment, c'est maintenant. C'est-à-dire que s'il y a un bon staff, s'il y a un bon encadrement, ben, il prépare les joueurs pour arriver au top au bon moment. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, l'équipe est prête pour justement disputer les barrages. Et là, justement, c'est une équipe qui peut surprendre. Après, voilà, il y a encore des petites fautes, on va dire des petites fautes de jeunesse, mais ça, après, ils ont tout à apprendre. Hein. Il y a beaucoup de premières années, donc je pense que l'équipe U19 de Carcassonne a de beaux jours devant elle, parce que justement, il y a ces jeunes et il y a des cadets qui vont rejoindre l'année prochaine ce groupe, où il y a un groupe extraordinaire, donc ça va amener un peu plus de maturité, même si c'est jeune, mais parce que ça joue vraiment, vraiment bien, quoi. Combien vous êtes à monter, Raphaël, à quitter le groupe cette année 6-7 Ouais, quelque chose comme ça. Après, ouais. Je crois qu'il y en a une dizaine qui montent de cadets. D'accord. Et de bons cadets. Oui, apparemment, il y a une bonne pépinière. Ouais, oui. D'accord. Pour rester dans le domaine de la formation, en plus général, donc, la fédération a fait quelques efforts dans ce domaine, puisque Sébastien Raguin et Léo Pendissier deviennent adjoints de Patrick Limongier, le staff de l'équipe du U17. Ce sont de bonnes choses de voir des joueurs quand même de ce niveau s'investir à ce niveau-là. Tout à fait. Ça manquait peut-être un petit peu de... Non, parce que le staff U17 a eu d'excellents résultats depuis ces 10 dernières années. Hein, c'est-à-dire c'est pas nouveau. Hein. Donc ça, c'est Patrick Limongier qui est à la tête de ce staff. Et depuis qu'il a repris cette catégorie-là, il n'a que d'excellents résultats. Après, il y a toute une équipe. Hein. Après, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je sais qu'il y avait Pierre-Yves Blasi qui faisait partie du staff. Oui, il y a eu des... Et d'autres, il y avait Fabien Denis aussi. Donc après, je pense qu'il y a eu du turnover de ce côté-là. Donc après, c'est bien aussi du renouveau. Hein. Ça fait pour faire passer des messages différents. Voilà, après. Mais c'est toujours bien d'avoir des cadres et des joueurs d'expérience, encadrer des jeunes, parce que c'est l'avenir de... Et donc c'est le même cas pour Tony Gigot et Alan Walsh, qui vont renforcer le staff des U19, à côté de Rémi Castille et Nicolas Manessi. Ah non, tout à fait. C'est une excellente chose aussi. Tout à fait. Bon, dimanche, donc, Arrière Thermolacage Service sera donc le partenaire de ce match Pia. C'est pratiquement un match gala, là, parce que va se décider qui finit deuxième, qui finit troisième. Voilà, c'est un match décisif, Après, bon.
Vous préparez les meilleures affiches finalement. Oui. Après, pour en avoir discuté un peu avec les présidents, et bon, après, j'attends. C'est pas que j'attends rien, mais bon, je suis partenaire du club, mais c'est pour continuer à amener ma contribution, mais bon, j'attends rien de voilà. Après, personnellement, je ne travaille pas beaucoup dans l'Aude, pratiquement pas. Donc, ça va vous aider des portes peut-être. Oui, bon, après, ça fait. Les références que vous avez évoquées tout à l'heure. Oui, mais ça fait ça fait 7 ans que je suis là. J'ai pratiquement pas travaillé dans l'Aude. Après, voilà, après c'est bon. Vous savez, je suis à Mazères. Je travaille nullement sur Mazères, oui. Donc c'est le paradoxe. Vous avez avantage sur la Haute-Garonne. Voilà, tout à fait. Après, bon, c'est peut-être plus intéressant aussi. Oui, c'est le business. Après, c'est comme ça. Mais bon, moi, disons, quand je fais des choses, je fais pas pour qu'il y ait un retour. Voilà, parce que bon, sinon, si on s'attend à ça, non. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir déjà, et parce que je peux. Après, dans la mesure où je prends du plaisir, c'est essentiel. Et si on peut contribuer un peu à donner du plaisir aux autres, le but est atteint. Comment vous le sentez, ce match contre Pia? Ça va être un bon match, parce que Pia est sur une bonne dynamique. Pia va arriver au complet, c'est-à-dire que chaque fois qu'on les a rencontrés, il manquait des joueurs cadres qui étaient blessés ou suspendus. Là, ils vont arriver au grand complet. Ils viennent de mettre une déculottée à Toulouse, même si Toulouse sont arrivés à 14. Ouais. Ça, c'est quand même scandaleux et honteux pour une réserve d'un club professionnel. Bon, ça, c'est inadmissible. Et je trouve que c'est scandaleux. Après, c'est mon avis à moi. Mais envoyer les jeunes à la boucherie tous les week-ends. En plus, la première ne jouait pas. Donc, ils sont arrivés à 14, dont un réserviste qui est de panier. Donc, voilà. Et donc, ils sont arrivés, ils vont faire le plein de confiance. Ils vont arriver confiants parce que là, aussi bien ils peuvent prétendre à finir à la seconde place. Oui, tout à fait. Bon, après, c'est l'enjeu de la rencontre. Voilà, tout à fait. Après, je pense que Carcassonne ne va pas les laisser faire parce que, bon, quand même, voilà. Après, il y a un sursaut d'orgueil à avoir. Et puis, bon, je pense qu'on va assister à une belle rencontre. Après, il y a la météo qui va faire. Je parle de la météo. Voilà. Et après, il y a les impondérables. C'est l'arbitre central avec ces deux joueurs qui vont peut-être faire basculer la rencontre comme ça a pu le faire en demi-finale, donc de coupe. Donc, voilà, après, je ne sais pas qui c'est qui arbitre. Donc ça sera surprise, je ne sais pas du tout. Après, voilà, il y a pas mal d'interrogations, mais on devrait assister à une belle rencontre et disputer et engager. D'accord. Raphaël, vous aussi, vous allez rencontrer l'équipe de Pia. Bon, une équipe qui peut être un peu moins ambitieuse que l'équipe élite, puisque au niveau du classement, je crois qu'elle est avant-dernière. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est un 8e. Ces derniers résultats, bon, elle a eu une très lourde défaite contre les Catalans. Elle avait pris 92-12. Oui. Et puis à domicile, face à Toulouse, 32-52. Bon, c'est des scores qui sont lourds, qui reflètent quand même la supériorité des autres équipes. Donc pour vous, c'est pas mission impossible. Non, c'est pas mission impossible. D'autant que bon, il y a un barrage là aussi qui est en jeu, un positionnement peut-être pour confirmer. Oui, exactement. Si on gagne ce match, on prend la 3e place, donc qui sera plus bénéfique pour nous parce qu'on va recevoir le match de barrage. Donc c'est un match où il ne faut pas qu'on se loupe, il ne faut pas qu'on se rate. Vous étiez du match aller? Non, j'étais blessé. Ça s'était bien passé? Je crois qu'on gagne 32-30. C'était impressionnant, je crois. Est-ce que le classement que vous occupez actuellement, dans la 3e position, ça vous semble conforme aux aptitudes et à ce que vous avez manifesté pendant toute la saison? Est-ce que vous êtes juste derrière les deux plus forts, quoi, Oui. Ouais, je pense qu'on est bien classé. On est bien classé cette année. On fait quelques erreurs en début de saison. On a su s'affirmer dans cette deuxième partie de saison. Donc ça reflète notre... Quelles sont vos ambitions là, pour la phase finale, justement? D'aller le plus loin possible. Nos limites. D'aller le plus loin possible. C'est bien. Voilà. Que vous inspire le parcours rugbystique en Hollande? Il fait un très joli parcours. C'est un peu le rêve de tout. Enfin, quand on voit la rapidité avec laquelle il est arrivé à ce niveau.
Et oui, Quand on joue, on se dit, c'est... Et oui, déjà en junior, faire des matchs en élite, même s'il y en a d'autres, c'est déjà un beau trophée. Voilà, un accomplissement. Et puis après, maintenant, d'être dans le staff, enfin, non pas dans le staff, dans l'équipe de Carcassonne 13. Un bel exemple à suivre. Voilà, c'est ça. Vous voudriez lui poser une question? Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander? Question, est-ce que d'intégrer cette équipe de Carcassonne 13 aussi jeune, est-ce que c'est si dur que ça ou c'est voilà, si dur que ça? Ben, dur, oui, parce qu'il y a. Enfin, je sais pas trop. Enfin, après, c'est. Au début, moi non plus, j'y croyais pas. Puis quand j'ai été. Ma première année de junior, quand j'ai été stagiaire, je m'entraînais juste avec l'élite et je me suis dit. En fait, continue à travailler dur et peut-être que tu arriveras à quelque chose et sinon tant pis. Et en fait, j'ai commencé à m'entraîner parce qu'avant, Vous auriez le mérite d'avoir essayé. j'adorais le rugby, je jouais surtout pour mes potes, j'allais m'entraîner comme tout le monde, mais j'étais pas non plus un acharné. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, de la sélection en équipe de France, tout ça, que j'ai commencé à me dire, en fait, il faut que je fonce, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'entraîner dur, à être de plus en plus sérieux. Enfin, voilà. Et après, j'ai eu de la chance d'avoir des joueurs comme, je sais pas, je pense à Clément Boyer, ça a été, quand il est arrivé à Carcassonne, ça a été l'un des premiers à vraiment me pousser pendant les entraînements à m'entraîner dur. Et voilà, donc c'est aussi grâce à des joueurs comme ça que j'en suis là. Et tous les anciens m'ont aidé. Quand ça allait pas, ben, ils ont su me le dire. Quand c'était très bien, ils ont su me le dire. Fred Kamel, pareil. Alan Walsh, quand il était là aussi. Teddy Sadawi, c'est pareil. Donc après, c'est le travail et c'est tout, quoi. Enfin, il faut avoir la volonté, je pense. Quel conseil vous lui donneriez d'ailleurs à Raphaël? Ben, de faire pareil, Travailler. De se dire que en fait, s'il se passe rien, ben, au moins on aura tenté et on aura fait les choses à fond, quoi. Donc il n'y aura pas de regret. On ne se dira pas, mais là je me suis pas bien entraîné, j'étais pas bon au match, j'allais jamais aux entraînements, donc j'ai pas pu faire quelque chose de rugby. Alors qu'en se disant je me suis entraîné dur, même si je jouais pas tous les matchs, je faisais tout pour jouer tous les matchs et être à 100%. Et bien tant pis, c'est juste que je suis pas fait pour ça ou que tant pis, j'ai pas le niveau. Ou, enfin, voilà. Et après, ça peut ouvrir d'autres portes comme le Varl, par exemple. À mon entendeur. Oui. Le fait de ne pas avoir joué à Albi finalement samedi, c'est peut-être pas un avantage avant le match de Pia, bon, ou bien ça fait une coupure peut-être qui fera. Ben, coupure, ouais, ça fait une coupure, mais en soi, je pense pas qu'on en avait vraiment besoin. Oui. Avant les phases finales, je vois qu'on a besoin de jouer. C'est ça. Là, j'aurais préféré enchaîner les matchs. Mais bon, c'est comme ça, après, on peut rien y faire. C'est vrai qu'on aurait aimé jouer ce match quand même, pour nous éviter voilà, ce bazar de rattraper les matchs. Ça, on ne sait pas si on va le jouer en semaine. Si on doit jouer en semaine, ça va être un peu le bazar. Donc voilà, je sais pas, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que là, il va falloir bien se préparer pour dimanche parce que ça va être un gros match. Pour ce match, il y avait quand même quelques blessés. Puis il y avait Bastien Simone, Maïka Serrulévu, Lucas Albert et Max Clark qui a eu la douleur de perdre son frère, donc qui était absent. Est-ce qu'il devrait y avoir quand même des rentrées là, pour ce match de Pia? Est-ce que vous en savez quelque chose? Maïka, je sais pas si, je pense que ça sera peut-être... Une entorse à la cheville. Ouais, une entorse à la cheville, mais bon, le connaissant, je pense que peut-être que ça ira. Bien strappé. C'est ça. Bastien Simone, il avait quand même une botte, tout ça, donc je pense que c'était peut-être un peu plus grave que Maïka. Et Lucas Albert, j'espère qu'il pourra jouer parce que c'est quand même un élément important dans l'équipe. Avec les Maïrero, ils tiennent tous les deux la baraque et c'est vrai qu'ils sont importants dans l'équipe, donc ça serait bien de l'avoir dans ce match qui est important pour nous. Et Max Clark, on n'a pas de nouvelles encore, donc je ne sais pas s'il est rentré en France ou pas. Mais justement, cette fin de saison, on a quand même des blessés, chose qui nous avait épargné l'an dernier. Ben c'est ça, on a perdu début de saison Bastien Scamilla. Bastien, ensuite le Vincent. C'est vrai que ça a été dur pour l'équipe parce que c'est des joueurs très importants. Puis il y a Félix Aubry, il y a Djibril aussi. Il y a eu plein de petits pets qui se sont transformés en longues blessures et ouais, comme Djib, ouais c'est vrai. Il a pris un sale coup et ça, au final ça lui coûte presque la fin de saison. Je ne sais pas s'il pourra reprendre. Je pense qu'il va pas tarder à reprendre, mais bon, ça lui a quand même coupé quasiment la moitié de la saison, quoi. Donc c'est vrai que c'est des coups qui font mal à l'équipe parce que c'est des joueurs qui ont un sacré impact dans le groupe et sur le terrain, et ils sont quand même assez importants.
À toute chose malheur est bon, ben, ça a permis aux jeunes, notamment C'est ça, ça a laissé de la Germain place. Rigaud, à Paul Galli ça. et à Enzo Arnaud de faire des matchs. Tout à fait, de faire un peu plus de matchs et de se dévoiler. Maxime Belondrade vous apportez une concurrence supplémentaire à votre poste. Qu'est-ce que ça. vous diriez de Maxime? Ben, il a plein de qualités et c'est un joueur très intéressant. Il va à 2000 à l'heure. C'est vrai que ben, voilà, pareil, lui par exemple, il a beaucoup travaillé. Il est allé au Varl. Il pensait peut-être pas revenir à Carcaille. Au final, il a fait un match l'année dernière. Et cette année, il s'est retrouvé à faire une dizaine de matchs, je crois. Donc c'est vrai que c'est un très bon joueur et en plus c'est un super copain à moi. Donc, Voilà, question finale. Si Carcassonne venait à être barragiste, est-ce que vous considérez ça comme un semi-échec ou bien tous les moyens sont bons pour arriver au bout? Bon, si on passe le barrage mais qu'après au champion de France, ben c'est... Ben, un peu des deux parce que c'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'on arrive à être dans ces deux premières places. L'année dernière on finit premier, on fait le doublé. C'est vrai que ça serait un peu décevant de jouer ce barrage, on veut absolument se l'éviter et c'est pour ça que ça passe par un gros match de dimanche. Mais bon après, c'est sûr que si on joue le barrage, on jouera ce match comme si c'est le dernier et parce que ça peut être le dernier. Et donc je pense que ça peut nous pousser à faire un gros match et à se vider, à se donner à 100%. Mais c'est vrai que si on pouvait éviter de jouer ce barrage, je pense que ça arrangerait tout le monde et pouvoir se concentrer directement sur une demi-finale quoi, à domicile. Et voilà, on vous fait confiance pour y arriver. Ouais, c'est ça. Merci à tous les trois d'être venus nous rendre visite, c'était très sympathique. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on nos rendez-vous, compte tenu de l'actualité, vous voyez bien que nous ne savons même pas quand est-ce vont se jouer certains matchs. Donc écoutez, suivez les réseaux sociaux, vous serez informés. Et on vous donne quand même rendez-vous donc, pour un prochain rendez-vous en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir.